Cette histoire s'est passée en 2021, quand je n'avais que 12 ans. Ma tante et mes cousins étaient chez nous à l'époque parce qu'ils venaient d'emménager dans notre état pour un nouveau départ. Mes parents étaient tous les deux en Floride, et mon frère était chez une autre tante à 2 heures de route, donc il n'y avait que moi, ma sœur jumelle, ma tante et mes cousins à la maison. Un jour, ma sœur et moi jouions dehors près de notre maison. Le côté de notre maison a un grand jardin, assez grand pour qu'on puisse y construire une petite maison. Il y a aussi un grand arbre au bout du jardin. Près de l'endroit où la rue se termine, à cause de la position de notre maison, on peut voir 4 rues différentes. Si on regarde à droite, on peut voir une longue rue avec le poste de police, la caserne de pompiers et le palais de justice. Si on regarde à gauche, on peut voir une épicerie de quartier fermée et un autre panneau stop. Donc, comme je disais, un jour, ma sœur et moi jouions dehors quand une voiture est arrivée à toute vitesse dans la rue devant notre maison. Dès que le conducteur nous a vus, la voiture a ralenti. C'était une vieille camionnette familiale en mauvais état. La façon dont elle a ralenti juste devant nous était déjà suspecte, mais nous avons simplement ignoré ça. Puis, quand nous avons vu la camionnette passer une deuxième fois, nous avons décidé de nous rapprocher un peu de la maison et de continuer à jouer. Quand la même voiture est passée une troisième fois, elle s'est arrêtée au panneau stop, ce qui donnait au conducteur une vue dégagée sur notre maison. Cette fois, nous avons décidé d'aller chercher notre tante. Une fois que nous lui avons expliqué ce qui se passait, elle est sortie avec nous. Ma tante est très petite, de la même taille que moi et ma sœur à l'époque. Il était clair que l'homme nous observait depuis sa voiture, car ma tante a commencé à lui faire signe pour attirer son attention, et il a réagi avant même qu'elle ne baisse la main. Elle l'a insulté, lui demandant pourquoi il continuait à passer et à nous regarder. Il a marmonné une excuse bidonne, puis est rapidement parti. Après ça, ma tante est rentrée, mais ma sœur et moi ne voulions pas encore rentrer, alors nous sommes restés sur le porche. Moins de 2 minutes plus tard, il est repassé. Ma sœur et moi avons couru à l'intérieur pour prévenir notre tante, et nous sommes tous allés au poste de police. Ils ont dit qu'ils n'avaient rien fait de concret, donc ils ne pouvaient pas agir. Cependant, nous avons réussi à obtenir son numéro de plaque d'immatriculation et le leur avons donné. Une semaine plus tard, une fille a disparu. Certains pensent qu'elle s'est enfuie, mais je ne peux m'empêcher de penser que ça pourrait avoir un lien avec cet homme effrayant. Musique, je veux partager mon expérience paranormale d'il y a 2 ans. Permettez-moi de me présenter brièvement, je m'appelle Diana, et ma petite amie s'appelle Tabitha. C'est une histoire vraie sur une expérience que nous avons vécue ensemble. Un jour, j'ai décidé d'emmener Tabitha dans un motel près du stade des Dodgers à Los Angeles. Nous avons discuté, mangé des snacks et regardé la télé. Quand il était temps de dormir, j'ai éteint la lumière. Nous étions allongés, en train de nous endormir lentement, quand soudain j'ai senti quelqu'un toucher mon pied droit. Je me suis réveillé en panique, sachant que Tabitha n'avait pas bougé du tout. J'ai attrapé mon iPhone et allumé la lampe torche, la dirigeant vers le bureau de la télé le plus proche. Je cherchais ce qui avait touché mon pied. J'ai regardé sous le lit, rien. J'ai vérifié la salle de bain, personne n'était là. C'est alors que j'ai réalisé que ça devait être un fantôme qui avait touché mon pied. Cette pensée m'a fait pâlir. J'ai décidé de laisser la lumière allumée pour le reste de la nuit. J'ai dit à Tabitha que c'était clairement un fantôme. Elle a répondu, « J'ai accidentellement touché ton pied. » J'ai dit, « Je sais que tu essaies de me calmer, mais tu n'as pas bougé du tout pendant que j'étais réveillé. » Je n'ai rien senti jusqu'à ce que quelqu'un touche mon pied. Puis je lui ai demandé de s'allonger et d'essayer de toucher mon pied droit avec son pied ou sa main. Elle a réalisé que j'avais raison, car elle ne pouvait même pas atteindre mon pied en étant allongée. Tabitha est devenue très silencieuse. Elle a caché son visage, l'air effrayé, et a commencé à respirer fort. Je lui ai dit, « Essayons juste de dormir. » Quelques heures plus tard, Tabitha s'est réveillée d'un cauchemar. Visiblement effrayée. Elle fixait la lampe et ne cessait de la regarder. Elle m'a décrit son rêve, un homme latino avait l'air grognon et en colère. Il se tenait près de la lampe et me regardait dormir. Il était du côté gauche du lit pendant que j'étais allongé, terrifié. C'était un homme latino avec une moustache épaisse, la peau brune et des vêtements à l'ancienne.
Il a soudainement couru vers moi, s'est penché sur moi du côté gauche et m'a regardé avec colère. J'étais tellement effrayée que je me suis recouverte du drap. Je me suis réveillée immédiatement et je ne pouvais pas arrêter de penser à lui. L'histoire de Tabitha m'a réveillée. Son visage était plein de panique. Je lui ai dit, « Prends ma main et essayons de dormir. » À moitié endormis, nous nous sommes tenus la main et avons fermé les yeux. Plus tard, je me suis réveillé d'un cauchemar. Mon cœur battait la chamade. J'ai regardé Tabitha, qui dormait paisiblement. Dans mon rêve, j'ai vu le même homme, en colère, en train de faire des plans pour tuer Tabitha. Il portait une chemise à carreaux rouges à manches longues. J'ai réveillé Tabitha et lui ai demandé, dans ton rêve, que portait l'homme latino? Elle a répondu, une vieille chemise à carreaux rouges à manches longues. J'étais plus que choqué. Je lui ai dit, nous devons quitter cette chambre de motel maintenant. Nous avons rapidement fait nos valises, sommes montés dans ma voiture et sommes partis. C'était mes vacances scolaires, et ma mère m'a suggéré de rester chez ma grand-mère pendant une semaine ou plus pendant les vacances. Je ne pouvais pas résister, car ma grand-mère préparait les meilleurs plats. J'ai donc fait ma valise, pris toutes mes affaires, et ma mère m'a conduite chez elle. Nous nous sommes assis à table et avons discuté en déjeunant. Après un moment, ma mère a dit au revoir et est partie. Il n'y avait plus que ma grand-mère et moi à la maison, et nous nous sommes bien amusés. Nous avons regardé des émissions de télé-réalité ensemble et avons partagé un délicieux dîner. Au milieu de la soirée, ma grand-mère m'a demandé de prendre le matelas dans le placard et de l'apporter dans sa chambre pour que je puisse dormir par terre. J'ai refusé et lui ai dit, « Je suis une grande fille maintenant, je peux dormir sur le canapé-lit dans le bureau. » Elle a accepté et a dit, « Très bien, installe le lit toi-même. » Je l'ai donc fait. Il était en d'aller se coucher quand ma grand-mère est venue dans ma chambre et a dit, « Il est temps de dormir, pose ton écran pour bien dormir. » J'ai ri et dit, « Je vais le faire, laisse-moi juste finir cette dernière partie de mon émission sur ma tablette. » Elle a dit, « D'accord, très bien, » m'a fait un câlin et a fermé la porte derrière elle. Après son départ, j'ai continué à regarder mon émission. Environ 30 minutes plus tard, je me suis endormi. Quand je me suis réveillé, j'ai regardé autour de la chambre et j'ai vu que ma tablette jouait toujours l'émission à un volume que j'avais réglé. Je l'ai éteinte et j'ai jeté un coup d'œil à la porte, remarquant qu'elle était entr'ouverte de quelques centimètres. Je me souvenais que ma grand-mère avait bien fermé la porte, mais je n'y ai pas trop réfléchi, car elle avait l'habitude de vérifier si j'allais bien après m'être endormi. De temps en temps. J'ai donc fermé les yeux et essayé de me détendre. Après quelques minutes, j'ai ressenti une étrange envie d'ouvrir les yeux, comme si quelque chose était dans la pièce avec moi. J'ai regardé la porte et j'ai vu une silhouette sombre debout à l'extérieur, visible à travers la petite fente. Je me suis instantanément figé. Au début, j'ai pensé que c'était peut-être ma grand-mère, mais quand j'ai regardé l'heure, il était 3h25. Voici la traduction en français du texte que vous avez fourni. Puis j'ai réalisé que ce ne pouvait pas être elle qui venait vérifier son petit enfant à cette heure-ci. J'étais terrifié, mais j'ai fermé les yeux à nouveau et j'ai essayé de me convaincre que ce n'était qu'une ombre, que la silhouette disparaîtrait bientôt. Une minute plus tard, j'ai rouvert les yeux pour voir que la porte était maintenant grande ouverte. Mon cœur s'est mis à battre la chamade et j'ai été pris d'une sueur froide. La peur m'a envahi alors que je sentais que la silhouette devait être dans ma chambre maintenant. J'ai jeté un coup d'œil au miroir à côté de mon lit et j'ai vu une silhouette rampant à quatre pattes sous mon lit, se déplaçant comme une créature d'un autre monde. J'étais en pleine crise de panique, ne sachant pas quoi faire. Alors que je débattais de la question de savoir si je devais fuir, la silhouette est apparue sur le côté de mon lit. J'ai serré les yeux, au bord des larmes, quand j'ai senti un souffle chaud sur mon cou et entendu une voix grave et terrifiante murmurer « Ce sera bientôt terminé ». À ce moment-là, j'ai bondi du lit et j'ai couru dans la chambre de ma grand-mère. Je me suis glissé sous les couvertures à côté d'elle, haletant et pleurant silencieusement. Pendant les 3 heures suivantes, je suis resté les yeux grands ouverts, scrutant constamment la pièce. Je n'osais pas enlever les couvertures, même si je transpirais abondamment. Je me suis dit que je ne dormirais pas avant que le jour ne se lève. En y repensant, cela me terrifie encore aujourd'hui, mais quand j'en parle aux gens, ils ne me croient pas, et ça fait mal de ne pas être cru.
Je sais ce qui s'est passé, et parfois je me demande ce que j'aurais vu si j'avais regardé derrière moi avant de sortir en courant de la pièce. C'est une histoire qui s'est passée chez mon oncle. Parmi ses voisins vivait une vieille femme d'environ 85 ou 90 ans. Elle avait une maladie qui était curable, mais elle était pauvre et n'avait pas d'argent pour le traitement. Elle a donc choisi la magie noire pour guérir sa maladie. Chaque jour, certaines personnes la voyaient sortir de chez elle la nuit, vers 1 ou 2 du matin, et revenir vers 3 ou 4. Un jour, mon oncle lui a demandé par curiosité où elle allait chaque nuit. Elle lui a répondu, « Je vais au cimetière. J'ai un gourou là-bas. Je vais le voir chaque nuit pour des rituels. Mais à partir de maintenant, si jamais vous me voyez la nuit revenir de là-bas, ne m'appelez pas et ne criez pas mon nom, car quand je reviens, je ne suis pas seul. Ils viennent avec moi. » Ce qu'elle voulait dire, c'est que lorsqu'elle revenait du cimetière, des esprits l'accompagnaient aussi. Voici l'histoire de cette dame. Comme je l'ai mentionné, elle avait un gourou ou quelque chose comme ça au cimetière. C'était lui qui lui avait enseigné la magie noire. Il lui avait dit que pour guérir sa maladie, elle devait tuer 3 personnes, un adolescent, un nouveau-né et une femme récemment mariée. Ce qui s'est passé, c'est qu'un adolescent nommé Ramesh est mort d'une fièvre virale. C'était très soudain. Juste après sa mort, un nouveau-né est également mort de fièvre. Tout semblait se passer très brusquement. Après ces 2 décès, un jour, cette dame est venue chez mon oncle. Elle est allée voir ma tante et a essayé de lui parler. Elle touchait son dos, ses cheveux, et lui demandait « Remarquez-vous l'odeur du riz qui cuit ?» Ma tante a répondu oui, même si elle ne cuisinait pas de riz. C'était comme si la vieille dame l'avait hypnotisée. Elle venait souvent demander des choses étranges. Après cela, de nombreux incidents ont commencé à se produire avec ma tante. Un jour, ma tante était dans la cuisine et elle était sûre d'avoir éteint le feu, mais quand ma grand-mère est entrée dans la cuisine, elle a vu que le feu était encore allumé. Une explosion aurait pu se produire si elle ne l'avait pas vu. Ensuite, ma tante voyait des silhouettes et des ombres que les autres ne voyaient pas. Le plus effrayant, c'est qu'elle voyait l'esprit de Ramesh partout. Chaque fois qu'elle était seule, elle voyait l'esprit de Ramesh. Troisièmement, elle entendait des pleurs la nuit, tous les jours. Une nuit, elle a même vu Ramesh debout sur la terrasse de la maison de quelqu'un, la regardant et pleurant bruyamment. Après tous ces incidents, ma tante est devenue suicidaire. Elle était frustrée. Un jour, mon grand-père a appelé un prêtre. Dès que le prêtre est entré dans la maison, il a senti une énergie négative. Il leur a dit qu'elle était devenue victime de la magie noire. Les choses qu'elle voyait n'étaient pas réellement là, c'était juste des illusions que quelqu'un lui faisait voir. Quelqu'un avait pratiqué la magie noire sur elle, lui faisant voir des choses qui essayaient finalement de la tuer. C'est pourquoi elle pensait avoir éteint le feu alors qu'il était encore allumé. Le prêtre a donné un charme sacré à ma tante et lui a dit de le porter tout le temps. Depuis lors, elle va bien et ne voit plus ces choses. Le 25 août 2004, dans un village de la ville de Gapan, en Corée du Sud, un homme travaillant à l'entretien des routes a découvert le corps d'une femme. La femme portait une robe bleu clair et n'avait pas de sous-vêtements. Il a immédiatement appelé la police, et l'autopsie a révélé que la cause de sa mort était une asphyxie. La victime a été identifiée comme étant Park Eun-hee, âgée de 23 ans, qui rêvait de devenir enseignante. Les images de la CCTV ont montré qu'elle était descendue d'un bus vers 20h30 ce jour-là, mais ses allées et venues par la suite restent inconnues. Elle devait se rendre au bureau de l'éducation ce jour-là, mais elle n'y est jamais arrivée. Environ 3 heures après être descendue du bus, sa carte de crédit a été utilisée dans une station-service à environ 20 minutes de l'endroit où son corps a été retrouvé. Selon l'employé de la station-service, la personne dans la voiture avait à peine baissé la vitre pour passer la carte. Cependant, l'employé ne se souvenait pas du type de voiture, seulement que le réservoir de carburant était légèrement plus haut que d'habitude. Comme la station-service n'avait pas de CCTV à l'époque, il n'a pas été possible d'obtenir plus de détails sur le véhicule. L'enquête a confirmé que Park Eun-hee était monté dans une camionnette après être descendu du bus. Cependant, la raison pour laquelle elle est montée dans une camionnette inconnue reste un mystère, et l'identité du conducteur n'a pas été établie. Certains ont spéculé qu'elle faisait peut-être du stop, mais son ami a déclaré qu'elle était très introvertie et qu'il était peu probable qu'elle fasse cela. Un profileur a spéculé qu'à un moment donné pendant le trajet,
Elle avait peut-être senti que quelque chose n'allait pas et avait demandé à sortir de la camionnette. Comme son corps ne montrait aucun signe de violence physique, on a émis l'hypothèse que le coupable l'avait probablement menacé verbalement, instillant la peur et l'empêchant d'appeler à l'aide. Cela a conduit les enquêteurs à croire que le coupable était très expérimenté dans la soumission des femmes et avait probablement commis des crimes similaires auparavant. La police a ensuite identifié Kang Ho-seung, un tueur en série notoire en Corée du Sud, comme un suspect possible dans cette affaire. Kang a assassiné 8 femmes sur une période de 2 ans à partir de 2006. Sa stratégie consistait à conduire ses victimes dans sa voiture pendant de longues périodes avant de les tuer. Il a également été découvert que Kang avait servi dans l'armée près de l'endroit où le meurtre de Park Eun-hye a eu lieu, et que la famille de sa femme vivait à proximité. Kang est actuellement en prison. Lors de son arrestation, il a avoué avoir attiré des femmes dans sa voiture sous prétexte de leur offrir un lift, avec l'intention de les agresser sexuellement. Il a admis avoir ligoté les poignets de ses victimes avec des bas, les avoir étranglées et avoir abandonné leur corps dans des endroits reculés. Dans certains cas, il a même brûlé les voitures qu'il utilisait pour effacer les preuves de ses crimes. Un profileur a noté des similitudes frappantes entre l'affaire de Park Eun-hye et les autres meurtres de Kang, notamment le téléphone de la victime éteint et la cause de la mort par asphyxie. Un homme qui a passé du temps en prison avec Kang Ho-seung a partagé cette observation glaçante. Chaque fois qu'il avait du temps, Kang Ho-seung dessinait sur du papier A4, et il dessinait toujours des visages de femmes, les épinglant au mur comme une sorte d'exposition. Je lui ai demandé un jour, « Qui dessines-tu comme ça ?» Il a répondu, « Je les dessine simplement à partir de magazines. » Mais pour moi, les dessins ne ressemblaient pas à des célébrités, ils ressemblaient à des gens ordinaires. Et parmi les dessins, il y en avait un d'une femme portant des lunettes. Selon la police, l'une des 8 femmes que Kang Ho-seung a assassinées portait des lunettes, et les gens se demandaient si le visage de la femme portant des lunettes qu'il avait dessiné pouvait être celui de Park Eun-hye. Cependant, ce lien reste non résolu, et le mystère entourant son affaire persiste à ce jour. Je suis votre plus grand fan depuis aussi longtemps que je me souvienne. Aujourd'hui, je suis ravi de partager une histoire spéciale avec vous. Vous est-il déjà arrivé quelque chose d'inattendu qui a changé votre vie de manière inimaginable? Je m'appelle Edra, et il y a quelques années, j'ai vécu quelque chose qui m'a laissé une cicatrice à jamais. C'était le 13 août 2021 à 2h45 du matin. C'était une nuit d'été étouffante. Les seules lumières dans la pièce étaient la lueur de mon ordinateur portable et la lumière de la lune qui traversait la fenêtre. Ma sœur et moi faisions une nuit blanche, tandis que notre petite sœur dormait profondément sur le lit. Notre chambre avait un matelas queen et un lit superposé. Ma sœur dormait sur le lit du bas, tandis que ma sœur jumelle et moi étions allongés sur le matelas queen, mangeant des chétos et regardant un film. Soudain, mon estomac s'est retourné et j'ai eu ce sentiment de malaise. Je me sentais nauséeuse, comme si quelque chose n'allait pas. Naturellement, je me suis tourné vers ma jumelle et j'ai dit « Et, j'ai ce sentiment bizarre, comme si quelque chose n'allait pas. » Elle m'a regardé, perplexe, avant de répondre. « Il est presque 3 heures du matin, va te coucher, tu es probablement juste paranoïaque. » Mais je ne pouvais pas me débarrasser de ce sentiment. « Tu sais quoi, je vais vérifier, » ai-je dit. Il y a eu un moment de silence entre nous. Les seuls bruits étaient le doux ronronnement du ventilateur et les ronflements légers de notre petite sœur. Puis ma sœur jumelle a éclaté de rire. De manière passive-agressive, j'ai répliqué, « Si je meurs, mon sang sera sur tes mains. » Je suis descendu lentement les escaliers, en faisant attention de ne pas allumer de lumière pour ne pas réveiller mes parents. Mon anxiété augmentait, et l'adrénaline coulait dans mes veines alors que je commençais à vérifier le salon. Tout semblait normal, alors je me suis dirigé vers la cuisine. Je me sentais comme le personnage principal d'un film d'horreur, convaincu qu'il y avait une caméra cachée qui enregistrait chacun de mes mouvements. Rien ne semblait anormal. Puis j'ai eu cette envie soudaine et irrépressible de vérifier le jardin. Armé d'un pistolet à eau, j'ai décidé que si je rencontrais un intrus, je ferais comme si c'était un vrai pistolet, avec des effets sonores dans ma tête. C'était la meilleure idée que j'avais jamais eue. Alors que j'atteignais la poignée de la porte, la fatigue commençait à s'installer. Je me suis dit, « Edra, il est 3 heures du matin, tu es peut-être juste paranoïaque, retourne te coucher. » J'ai hésité un moment, pensant que je devais faire confiance à mon instinct, mais finalement j'ai haussé les épaules et je suis retourné prudemment dans ma chambre.
Une fois de retour, j'ai tout noté dans mon journal pendant que ma sœur me taquinait sans pitié. Le lendemain, à l'heure du déjeuner, ma famille et moi étions en train de manger quand ma mère a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Des frissons m'ont parcouru l'échine et les poils de ma nuque se sont dressés. Notre maison avait des caméras aux portes d'entrée et de derrière, et elle m'a dit que sur les images de la nuit précédente, il y avait un homme, probablement dans la trentaine, qui s'était approché de la porte de derrière et avait essayé de l'ouvrir. Je lui ai demandé à quelle heure cela s'était passé, et elle a dit que c'était vers 2h45, juste au moment où j'étais descendu. À ce jour, je me demande encore ce qui se serait passé si j'avais ouvert cette porte. Comment les choses auraient-elles pu se terminer? Ce que j'ai appris de cette expérience, c'est de toujours faire confiance à son instinct et de ne jamais, au grand jamais, ouvrir la porte à 3 heures du matin. Cela s'est passé il y a quelques années. Mes parents étaient partis en ville pour assister à un mariage et j'étais seul à la maison. J'ai décidé d'inviter une amie. Elle s'appelle Maya et vit dans une rue derrière la mienne. Je l'ai appelée et lui ai demandé si elle pouvait venir chez moi, et elle a accepté. Je me suis levé et j'ai commencé à préparer des snacks et du thé pour nous. Environ 20 minutes plus tard, j'ai entendu la sonnette de la porte. Elle a sonné plusieurs fois, comme si la personne était pressée. Alors que je m'approchais de la porte, j'ai demandé qui c'était. C'était Maya. Quand j'ai ouvert la porte, elle s'est précipitée à l'intérieur. Elle avait l'air terrifiée. Je voyais qu'elle tremblait et était à bout de souffle. Je l'ai fait entrer et lui ai donné un verre d'eau. Puis je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Elle m'a dit que pendant qu'elle marchait vers chez moi, elle avait vu un homme la fixer et sourire. Elle s'était sentie mal à l'aise, l'avait ignoré et avait continué à marcher. Après quelques pas, elle s'était retournée pour voir si l'homme la suivait encore, et il était derrière elle. Elle s'était précipitée chez moi, espérant échapper à cet homme. Quand elle était arrivée à ma porte d'entrée et avait regardé autour d'elle, l'homme avait disparu. Je l'ai rassurée en lui disant qu'elle était en sécurité maintenant qu'elle était à l'intérieur de ma maison. Nous avons pris notre thé, mangé nos snacks et avons parlé de l'école, des films et d'autres choses. Après un moment, nous avons eu faim et avons commandé une pizza. Puis nous avons regardé Netflix. Environ une demi-heure plus tard, la sonnette a retenti. J'ai supposé que c'était le livreur de pizza, alors je suis allé à la porte et j'ai demandé qui c'était. La voix de l'autre côté a répondu, « Livraison de pizza, madame ». J'étais sur le point d'ouvrir la porte, mais mon amie a crié depuis l'étage comme une folle. Elle a dévalé les escaliers en hurlant de ne pas ouvrir la porte. J'étais paralysé. Elle a attrapé ma main et m'a tiré à l'étage dans ma chambre, verrouillant la porte derrière nous. Je lui ai demandé ce qui se passait, et elle m'a dit qu'elle avait regardé par la fenêtre. C'était le même homme qui l'avait suivi plus tôt, debout devant la porte. J'étais secoué. J'ai immédiatement appelé la police. Pendant que nous attendions, nous avons entendu quelqu'un frapper à la porte et crier pour que nous ouvrions. Tout ce que nous pouvions faire était de nous asseoir et de pleurer. Quelques instants plus tard, nous avons entendu les sirènes de la police. Quand nous sommes sortis, l'homme avait été arrêté. Plus tard dans la journée, la police nous a informé qu'ils avaient trouvé le corps d'un livreur de pizza qui avait été poignardé à mort. L'homme à la porte avait prévu de nous tuer aussi. À ce jour, je pense à ce qui aurait pu se passer si mon ami n'avait pas vu l'homme dehors. Il est possible que je ne serais pas en vie pour vous raconter cette histoire. Cela m'est arrivé quand j'avais environ 10 ans. Ma famille et moi étions en vacances, et nous avons voyagé jusqu'à notre destination en train. Mes parents vivent dans un autre État, et nous avons décidé de prendre le train pour y aller, car nous étions de la classe moyenne et ne voulions pas dépenser beaucoup d'argent en billets d'avion. Une fois arrivés à la gare, nous avons pris nos affaires et sommes descendus du train. Alors que nous marchions sur le quai, un homme bizarre est soudainement venu vers nous avec un grand sourire. C'était l'un de ces gens qui vous aident à porter vos bagages de la gare jusqu'à votre taxi et vous facture un prix. Il s'est tenu devant nous et nous a demandé si nous voulions de l'aide avec nos bagages. Mon père lui a poliment répondu non. Mon père et ma sœur aînée étaient occupés à essayer de réserver un taxi pour nous emmener de la gare jusqu'à chez mes parents. L'homme n'a pas abandonné. Il est resté là à nous regarder. Je pensais que c'était une tactique pour rester là et nous mettre mal à l'aise afin que nous acceptions finalement son aide et le payions. Mais quelque chose était vraiment bizarre chez cet homme.
Il n'avait pas l'air de simplement espérer nous convaincre. Il n'arrêtait pas de me fixer, et tout à coup, il a commencé à toucher mes cheveux avec sa main boueuse, tout en gardant ce large sourire. Au début, j'ai juste souri et me suis caché derrière ma mère. Souvent, les gens touchaient mes cheveux avec affection parce que j'étais considéré comme un garçon très mignon pour un enfant de 10 ans, du moins c'est ce que ma famille pensait. J'ai supposé qu'il faisait ça pour nous faire accepter son aide, mais j'avais tellement tort. Après m'avoir touché une fois, il a immédiatement touché mes cheveux à nouveau, et ma mère lui a calmement demandé de reculer. Il n'a pas bougé d'un pouce et est resté là. Mon père et ma sœur n'ont pas remarqué ce qui se passait parce qu'ils étaient encore au téléphone en train de réserver le taxi. Ma mère et moi nous sommes rapprochés d'eux, mais l'homme bizarre, toujours souriant, s'est approché à nouveau et a commencé à toucher mes cheveux et à me caresser. Cette fois, mon père a vu ce qui se passait et à quel point j'étais mal à l'aise, et il a crié sur l'homme pour qu'il arrête. L'homme bizarre avait l'air maigre, et mon père aurait pu facilement le maîtriser, mais mon père n'est pas du genre à faire du mal même à une mouche. Même après que mon père lui ait crié dessus avec rage, l'homme n'a reculé que de quelques pas, toujours souriant, puis a recommencé à me caresser. J'ai essayé de repousser sa main, mais je n'étais pas très fort, et sa prise était ferme. Je ne pouvais pas croire que quelqu'un d'aussi maigre puisse avoir une prise aussi forte. Mon père m'a vu lutter contre lui et a décidé que nous devions nous éloigner de cet homme. Il l'a poussé, et nous avons tous commencé à marcher rapidement vers la sortie de la gare. J'ai regardé en arrière pour vérifier si l'homme bizarre nous suivait, et à mon soulagement, il est resté où il était, mais il souriait encore plus qu'avant, même après avoir été poussé et être tombé. La gare était très fréquentée, mais personne ne semblait même le remarquer. Cette partie m'a particulièrement effrayé, mais toute ma famille a été terrifiée par cette expérience. Maintenant, j'ai 18 ans, et je me souviens à peine de cet incident, car mes parents me l'ont raconté plusieurs fois. Je m'en souviens plus comme une histoire, mais même si je ne m'en souviens pas complètement, je pense que cette expérience m'a rendu nerveux à l'idée de parler à des inconnus, surtout des gens qui font du travail manuel et certains commerçants. Mais je travaille sur moi-même pour surmonter ça. Nous aurions dû le signaler à la police, mais ma famille a estimé que nous avions été sauvés par la grâce de Dieu. Ils ne voulaient plus avoir de contact avec lui ou même voir son visage effrayant. Je ne sais toujours pas quelles étaient ses intentions envers moi, mais je suis reconnaissant que ma famille soit si protectrice et qu'elle ait toujours été là pour moi. J'étais en 7e année quand cet incident s'est produit. Je jouais avec mes amis pendant le cours de PS quand soudain notre entraîneur nous a dit de courir vers les vestiaires parce que c'était un code rouge, ce qui signifiait un vrai confinement. Mes camarades de classe et moi avons couru vers les vestiaires, et je tiens à mentionner qu'au milieu de la 7e année, je m'étais foulé la cheville, donc je ne pouvais pas courir correctement. Quand nous courions vers les vestiaires, c'était assez difficile pour moi. Une fois dans les vestiaires, certains d'entre nous se demandaient si c'était un vrai confinement ou non. Personnellement, je pensais que c'était une blague parce que c'était le 1er avril ce jour-là. Certains de mes camarades de classe agissaient comme des idiots, disant qu'ils allaient battre les tireurs. Après ce qui semblait être une demi-heure, l'école a annoncé par l'interphone que le code rouge était maintenant un code jaune, ce qui signifiait que les élèves et les enseignants devaient rester dans leur salle et ne pas sortir. Pour une raison quelconque, notre entraîneur a pensé que puisque l'école était en code jaune, il était acceptable de nous ramener tous dehors. J'étais consterné que notre entraîneur soit prêt à nous mettre en danger alors que nous étions techniquement toujours en confinement. Quand il y a un code jaune, cela signifie qu'il y a une activité à l'extérieur de l'école, donc ce n'est toujours pas bien de sortir. En y repensant, j'ai réalisé que notre entraîneur de 7e année était assez paresseux. Il ne nous parlait pas beaucoup et semblait plus être un simple remplaçant qu'autre chose. Quoi qu'il en soit, tous mes camarades de classe ont suivi notre entraîneur dehors, mais j'avais un mauvais pressentiment, alors j'ai décidé de rester dans les vestiaires. Mon ami a demandé pourquoi je restais, mais je n'ai pas vraiment écouté, alors je suis resté seul. Je me sentais un peu nerveux d'être seul dans les vestiaires, mais heureusement, j'avais mon téléphone pour me tenir compagnie. Après 1 heure, ma classe est revenue, et personne n'a remarqué que j'étais resté à l'intérieur. Après être allé à mon cours suivant, j'ai découvert tout ce qui s'était passé pendant le confinement. Il s'est avéré que quelqu'un avait été poignardé et possiblement tué dans la station-service Wawa juste à côté de notre école pendant le code jaune. Pendant que tout le monde était retourné dehors, le coupable était allé à l'école et avait presque sauté la clôture. Quand tout le monde l'a vu,
Ils ont tous couru à l'intérieur du bâtiment, mais heureusement, il n'a pas réussi à entrer dans l'école. Je ne pouvais pas croire que cela se produisait, surtout parce que c'était le jour du poisson d'avril. Cela s'est passé il y a 2 ans, et maintenant je suis en première année de lycée, mais je me demande parfois ce qui se serait passé si j'avais suivi ma classe dehors. Si le coupable avait réussi à sauter la clôture, il aurait pu facilement m'attraper en premier, car ma cheville me faisait mal à ce moment-là. Je n'ai qu'à me remercier d'avoir été intelligent et d'être resté dans les vestiaires, où c'était sûr. Je suis une femme de 18 ans qui vit au Royaume-Uni. Mon quartier est assez sûr, mais il y a quelques cambriolages ici et là. Aussi, je suis musulmane, ce qui est important pour l'histoire. Cette histoire se déroule alors que j'écris ceci, le 8 novembre 2023. Il était environ 17 heures, donc il faisait sombre. Je regardais Ladybug et Chat Noir. Ma famille était au travail, donc je n'avais pas d'autre choix que de rester à la maison. Nous avons une lumière à l'extérieur de notre maison qui s'allume quand quelqu'un est à la porte, donc vous le saurez. J'étais assise sur le canapé en attendant que ma famille rentre, mais la lumière s'est allumée. Prudemment, je me suis levé et j'ai regardé dehors, mais aucune des voitures de ma famille n'était là. J'ai vu que la lumière était allumée, alors j'ai regardé par la fenêtre, mais il n'y avait rien. J'ai commencé à paniquer à ce moment-là, alors j'ai mis mon foulard et je me suis rassise. Puis la lumière s'est allumée à nouveau. J'ai jeté un coup d'œil, et mon cœur s'est arrêté. Il y avait quelqu'un qui sautait la clôture du voisin. J'ai tapé sur la fenêtre par accident, et il s'est tourné vers moi. Son visage était pâle, et il portait une chemise blanche avec du sang qui coulait de son nez. Ses yeux se sont verrouillés sur les miens. Ses yeux étaient marron foncé, mais ils sont devenus rouges dès qu'il m'a vu. Je ne pouvais pas détourner le regard, j'étais tellement terrifié. J'ai couru à l'étage aussi vite que possible et j'ai essayé d'envoyer un message à mes parents. Tous mes frères et sœurs étaient au travail, donc j'étais inquiète qu'ils ne répondent pas. Puis j'ai entendu des pas lourds monter l'allée. Un rire si sournois, c'était lui. Après cela, il n'y a plus eu de bruit. Je me suis tenu dans le couloir à l'étage, près de la salle de bain. Je me tenais près de la porte des toilettes et j'ai éternué. Alors que j'allais dire quelque chose, j'ai entendu, à tes souhaits, d'une voix sombre et démoniaque. Mon cœur battait de plus en plus vite. À ce moment-là, j'étais terrifié. J'ai verrouillé et fermé toutes les fenêtres et les portes et j'ai rampé jusqu'en bas des escaliers. Soudain, il y a eu un léger coup à la porte. Puis, alors que je regardais depuis les escaliers, il a crié à travers la trappe, « Assassin !» En tant que hijabi, j'ai l'habitude que les gens commentent mon apparence ou pointent du doigt, donc je n'étais pas surprise. Il a chuchoté, « Enlève-le !» Ses lèvres ensanglantées étaient partout sur la trappe de la porte. J'ai récité mes prières de plus en plus fort. Puis j'ai entendu une portière de voiture claquer. Mon père et mon frère étaient rentrés. J'étais tellement soulagé. L'homme a enlevé ses yeux de la trappe et s'est enfui. Je suis encore sous le choc après ce qui s'est passé. J'ai raconté à ma famille, et ils ont promis de ne plus jamais me laisser seul à la maison. L'homme était apparemment un criminel. Il espionnait les maisons pendant des jours avant de les cambrioler. S'il vous plaît, restez en sécurité. C'est un monde cruel, mais je me demande toujours ce qui se serait passé si j'avais enlevé mon foulard en tant que hijabi ou si j'avais ouvert la porte. C'était l'été 2022. Ma petite amie et moi avions prévu un voyage de camping dans les bois quelque part au Canada. On nous avait déconseillé d'y aller, mais étant de jeunes adultes stupides, nous n'avons pas écouté. Un choix que je regretterai toujours. J'étais en train de monter notre tente, torse nu. Si vous vous demandez pourquoi, je suis un homme assez bien bâti, pas comme un bodybuildé, mais j'ai des muscles et des abdos. Donc, pendant que je montais la tente, ma petite amie est arrivée avec le reste du matériel pour la finir. Comme c'était une tente très difficile à monter, cela nous a pris 3 heures pour la terminer et nous étions arrivés au camping vers 17 heures. Donc, quand nous avons fini, il commençait à se faire tard. Étant un adulte accro à son téléphone, je scrollais sur TikTok jusqu'à ce que ma petite amie décide de poser son téléphone et me demande d'aller nager. À ce moment-là, j'hésitais un peu parce qu'il commençait à faire nuit et que nous n'étions pas expérimentés pour être dans l'eau la nuit. Pendant que j'étais plongé dans mes pensées, ma petite amie avait déjà enfilé son maillot de bain. Je l'ai remarqué et j'ai décidé de ne pas gâcher l'ambiance,
Alors j'ai enfilé le mien aussi. Nous marchions main dans la main vers la rive quand nous avons entendu un bruit à proximité. Qu'est-ce que c'était, ai-je pensé, mais le bruit ne s'est pas répété, alors nous avons continué à marcher. J'ai senti une bouffée d'air froid sur ma peau alors que nous continuions vers l'eau près de la rivière. Ma petite amie avait déjà étendu une serviette sur le sol. Sans perdre de temps, elle a plongé, et je l'ai suivie, riant et éclaboussant l'eau. Nous nous amusions comme jamais. J'ai nagé sous l'eau et suis remonté sous elle, la soulevant, ce qui la fait rire, et nous nous sommes embrassés dans l'eau. Puis elle m'a regardé et m'a fait signe d'arrêter en tapotant ma poitrine. Ce que j'ai vu me hante encore aujourd'hui. J'ai vu un homme grand debout sur la rive, nous regardant. Il dansait aussi d'une manière étrange, mais ce qui m'a le plus effrayé, c'est quand j'ai regardé à nouveau ma petite amie, puis à nouveau l'homme, et qu'il nageait maintenant vers nous. Étant de jeunes adultes athlétiques, nous avons nagé jusqu'à l'autre côté de la rivière. Dieu merci, nous avions pris des cours de natation cet été-là. En atteignant la rive, nous avons réalisé que nous avions laissé nos téléphones sur la serviette, mais tant pis, j'ai pensé qu'il valait mieux survivre et s'inquiéter de l'aide plus tard. Nous avons couru et couru, nous écorchant contre les branches, nous blessant, mais cela n'avait pas d'importance. Quand j'ai regardé derrière moi, l'homme grand nous poursuivait. La façon dont il courait m'a tellement effrayé que j'ai cru être dans un anime d'horreur. Il courait en regardant le ciel, et ses bras bougeaient comme une poupée de chiffon. C'est à ce moment que j'ai réalisé que les miracles existent. Comme il ne regardait pas, il a heurté une branche à la hauteur de sa tête. Il mesurait environ un m95. Le choc l'a assommé. Quand nous avons entendu le bruit de sa chute et qu'il n'y avait aucun signe qu'il se relève, je n'ai pas eu le temps de regarder son visage parce que nous courions si vite. Nous avons finalement atteint la fin des bois et nous sommes retrouvés dans une rue déserte. Nous avons commencé à marcher le long de la route, et heureusement, nous avons fini par voir une voiture approcher. J'ai serré ma petite amie dans mes bras alors que nous vivions le moment de possiblement atteindre la sécurité. La voiture s'est arrêtée à côté de nous. Le conducteur nous a demandé ce qui s'était passé. Nous avons tout expliqué, et elle nous a dit de monter. Elle nous a emmenés à l'hôpital où ma petite amie et moi avons été soignés pour les coupures et les égratignures que nous avions eues en courant. Nous avons ensuite été interrogés par la police. Nous leur avons tout raconté, et ils ont dit qu'ils chercheraient la personne. À ce jour, il n'a pas été retrouvé.